Bonjour, merci à tous d'être présents. Je vais commencer dans le vif du sujet, plutôt que ce soit moi qui présente Julia Chausson. Je crois que je vais la laisser se présenter en fait, tout simplement, et savoir justement, si elle se présente en tant qu'artiste, en tant que graveur, en tant qu'illustratrice, jeunesse, et quel est le choix de présentation qu'elle a en fait. Alors bonjour. C'est vrai que c'est pas évident parce que artiste, on se sent pas forcément artiste d'emblée, quoi. Moi, je me présente plutôt comme graveuse, graveuse, et illustratrice évidemment parce que ça fait plus de 20 ans que je fais des livres pour la jeunesse, donc du coup voilà. Et puis je commence un peu à écrire, donc je commence à écrire. Je me sens pas vraiment autrice, mais bon, je commence un petit peu à travailler mes livres à la fois dans l'image et dans le texte, donc bon voilà, c'est un peu je m'autorise ça, mais c'est vrai que voilà, c'est toujours une question de légitimité. À partir de quand on se considère artiste, autrice, illustratrice, etc. Et quelle était ta formation ? Alors moi j'ai fait les Arts Déco, l'école des Arts Déco à Paris. J'ai fait ça, il y a plein de sections, je ne sais pas si vous connaissez. On peut apprendre tout un tas de métiers, puisqu'on peut faire. Il y a un atelier de gravure. J'avais pas tellement, j'en avais fait un peu, mais on peut faire de la photo, de la vidéo. À l'époque c'était de la vidéo. Je sais pas, aujourd'hui ça a changé, mais enfin bon, moi j'avais fait de la scénographie, donc décors de théâtre, décors de cinéma. Mais bon, comme il y a un tronc commun pendant au moins 2 ans qui est assez large en fait, on touche à tout. Du coup, c'est assez facile de bifurquer. Voilà, j'ai pas tellement fait de scénographie en sortant des Arts Déco. Je me suis très vite dirigée vers l'édition jeunesse. Et justement, en fait, quelle a été l'opportunité ? C'est quelqu'un qui t'a proposé quelque chose ? C'est toi qui a été attiré par la littérature jeunesse ? Comment ça s'est passé ? Alors, je pense que c'est quand même moi qui ai été attirée, parce que dans les années 90, 2000, et encore aujourd'hui, je trouve que, j'imagine que vous êtes déjà allé en librairie, à la bibliothèque, là il y a déjà un fond assez impressionnant. On voit qu'il y a quand même des possibilités de création assez géniales dans la littérature jeunesse, pour les artistes, enfin pour les gens qui font des images. Et donc voilà, j'ai senti qu'il y avait de la liberté de ce côté-là, donc j'ai eu envie voilà. En plus, une certaine autonomie aussi, parce que autant en scénographie, on dépend d'un metteur en scène, d'une production, enfin c'est assez lourd. L'illustration, je me sentais très très libre. Tout est très léger, quoi. On dessine, ça nous plaît pas, on jette, etc. Jusqu'au moment où on trouve. Par contre, il faut trouver un éditeur, ça c'est déjà une autre paire de manches. Mais voilà, donc les premiers, en fait, j'ai commencé à faire des projets en autonomie, tu vois. Enfin, puisque j'avais pas fait de formation en illustration spécifique, du coup, j'ai commencé par monter mes propres projets, et puis après, j'ai contacté des éditeurs pour essayer de montrer mon travail, et puis après ça s'est enchaîné petit à petit. Bon, ça a été long quand même. Hein. Ça a mis combien de temps ? En fait, je raconte une petite histoire souvent parce que quand j'étais étudiante, donc j'avais rencontré un illustrateur qui avait, je sais pas quel âge, peut-être 15 ans de plus que moi, qui m'avait dit, tu sais, il faut bien 10 ans pour commencer à en vivre de ce métier. J'ai dit 10 ans. Vraiment, j'avais pas. Enfin bon, je m'étais dit, moi, je vais y arriver avant. Et puis en fin de compte, non, il a fallu 10 ans pour avoir un salaire correct. Je veux dire mensuel. Enfin, c'est jamais mensuel quand on est illustrateur, hein. Mais disons qu'à la fin, un salaire correct à l'année, quoi. Je veux dire, lycée sur l'année. Donc oui, il m'a fallu 10 ans aussi. Donc à côté, je faisais des petits boulots, voilà. Puis, mais voilà. Et le succès est venu comment ? Enfin, est-ce que succès. Est-ce que il y a quand justement c'est les maisons d'édition qui te contactent et c'est plus toi qui as besoin de contacter la maison d'édition. Enfin, moi, pour moi, je mets le succès à ce moment-là, mais peut-être qu'il faut mettre la barre à un autre endroit, je sais pas. Je sollicite encore les maisons d'édition. Non, parce que je pense que j'ai pas un travail très hyper grand public non plus.
ouais, non, c'est pas, j'ai pas 50 coups de fil à la minute avec des propositions. Mais en même temps, ça m'arrange bien parce que j'ai pas forcément envie de faire du travail de commande. J'en ai fait beaucoup plus jeune, c'est-à-dire que c'est un travail où l'éditeur vous propose un texte et vous travaillez les illustrations. C'était super, c'était bien, mais maintenant j'ai plus envie de proposer mes propres recherches, vous verrez. Donc voilà, non, Est-ce que tu peux montrer Ouais, ce que je peux. Vas-y. Non, ce que je montre en premier, c'est la gravure sur bois, parce que c'est un peu la technique que j'utilise pour tous mes livres. Et du coup, voilà, bon, ça permet pour ceux qui connaissent pas, de découvrir. Donc moi, je fais de la gravure sur bois. Donc là, voilà un bois. Alors c'est du médium, hein, en fait. L'outil qui creuse, c'est la gouge. Pour l'instant, j'ai 2 mains. Ouais, ça va. Donc, avec cet outil-là, il y a différentes tailles. On va pouvoir creuser dans le bois. Et ensuite, donc une fois que l'image est terminée, ça peut ressembler à ça. C'est-à-dire que... on est à l'envers, hein. Ah ouais, hop. Donc voilà. Donc en fait, je sais pas si on voit, mais il y a du relief, hein. Donc les parties noires, en fait, sont pas creusées. Les parties blanches sont creusées. Donc c'est vraiment binaire, la gravure sur bois. C'est ou creusé ou pas creusé, tout simplement. Et ensuite, on va ancrer au rouleau avec c'est un rouleau en caoutchouc dur. On passe ça dans une encre qui est un peu épaisse. Et donc, quand on passe le rouleau, l'encre ne va aller que sur les parties en relief. Et ensuite, on va imprimer. Alors, tiens, je viens cette fois-ci. Donc pour imprimer, on pose le papier comme ça sur... ou inversement, mais bon, ça va passer sous presse. Donc c'est pas une presse qui a une pression énorme parce qu'on a juste à prendre l'encre qui est en surface. Voilà, on passe la presse, donc c'est un rouleau qu'on va passer, qui appuie de manière homogène, et on a l'image qui s'imprime. Merci. Voilà. Donc ça, c'est le principe de la gravure sur bois. Quoi. Donc vous voyez que l'image s'imprime à l'envers, en symétrie. Donc ça peut être important. Ça dépend de l'image, du sens de l'image, etc. Si on a du texte, évidemment. Et là, le travail n'est pas terminé. Si on veut rajouter une seconde couleur, mettons qu'on veuille mettre du bleu là derrière les arbres, un ciel bleu, il va falloir prendre une seconde plaque, puisqu'on a déjà creusé les parties où on veut du bleu. Donc on va prendre une seconde plaque. On va creuser le ciel, enfin on va creuser tout sauf le ciel, et ensuite on va imprimer les plaques l'une après l'autre. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc là je vous montre la... Tac. Voilà, et donc si on veut une troisième couleur, il faudra graver un troisième bois. Donc ça c'est un petit peu les contraintes techniques liées à la gravure, qui du coup fait que souvent ce sont des images avec peu de couleurs. Pas uniquement, je vous montrerai après d'autres graveurs qui travaillent aussi en illustration jeunesse. Mais voilà, c'est aussi rigolo de concevoir des images avec cette contrainte technique de peu de couleurs. Et puis des couleurs en aplat aussi. Tu voyez, c'est un bleu, ce sera le même bleu partout. Voilà. Donc ça fait des images très graphiques et en même temps aussi qui peuvent être un peu figées. C'est vrai que contrairement à des dessins comme en bande dessinée par exemple, où on peut avoir des personnages très vivants, très expressifs, là c'est compliqué d'avoir des choses expressives. Donc voilà, il faut penser les choses un peu différemment. Et si jamais tu te rates? Alors, si jamais... alors, ça arrive toujours de rater parce que... Enfin, de rater. C'est-à-dire que même si au départ il y a un croquis, évidemment le croquis il est à un moment donné il va être transcrit en gravure sur bois. Donc la première impression est toujours un peu une surprise. C'est ça qui est sympa aussi. Voilà. Donc on va garder des choses. On peut évidemment pas rajouter du bois, ça c'est pas possible, mais on peut améliorer en enlevant du bois. Donc voilà. Il faut jouer avec... Alors, ça m'arrive rarement de refaire complètement une plaque parce que je considère qu'elle est ratée, que la gravure est ratée, sauf éventuellement sur un visage, si l'œil est vraiment mal placé, un genre de truc. Sinon, j'arrive toujours à récupérer, à faire avec ce que j'ai, quoi. Et c'est ça qui me plaît aussi.
il y a un moment donné, ça crée des contraintes en fait, toujours des limites. On n'est pas, contrairement au travail sur ordinateur où on peut sans cesse refaire. C'est voilà, là non. Il faut faire un peu avec aussi peut-être parfois des maladresses ou des choses comme ça. Voilà. Et si on utilise, enfin si on met une deuxième couleur en fait sur une plaque déjà utilisée avec une, ça va donner quoi? Ça va donner une couleur pourrie ou? Si jamais, par exemple, celui-là, tu l'as mis en bleu, oui. Et tu décides de faire peut-être un peu de rouge pour est-ce que c'est possible ou il faudra à chaque fois refaire une nouvelle plaque? Non, on peut. On peut quand même l'utiliser pour mettre d'autres couleurs. Une autre couleur? Tu peux. Enfin, après, tout est possible. Oui, hein. Artistiquement parlant, on peut tout faire. C'est ça qui est bien. Après, moi, j'aime. C'est-à-dire que le rouleau, ça crée une empreinte particulière. Ça crée une empreinte de cette largeur-là. Mm-hmm. C'est compliqué d'avoir tu vois, ou alors il faudrait ancrer d'une autre façon, peut-être à la poupée, parce que c'est une autre. C'est d'autres techniques. Ouais, une autre technique. Bon, il y a moyen, hein, on peut bricoler. Et pour la genèse d'un livre jeunesse, est-ce que tu vas dessiner toutes les... tu as d'abord l'histoire? Tu as d'abord un chemin de fer? Enfin, comment ça se passe en fait? Alors, oui, à chaque livre, c'est un peu différent quand même. Et à chaque livre, il y a une histoire un peu... Alors, attends, je vais mettre ça là. Tac. Du coup, je peux peut-être parler d'un des livres. Les trois petits cochons, comme ça, je crois que j'ai apporté un peu quelques croquis. Alors pour info, on a beaucoup de livres de Julia Chausson à la bibliothèque. Donc ils étaient bloqués pour l'instant, mais après la rencontre, vous pourrez les emprunter. Je vais les mettre de toute façon devant et vous pourrez les regarder si vous êtes intéressé après la... Voilà. Alors pour les trois petits cochons, en fait, je me suis... c'était pas la première fois, je me suis inspirée des versions orales. Là, on a un beau reflet. Ouais, on a un beau reflet. Mais en fait, on va commencer par le début. Plutôt les croquis. En fait, donc je me suis inspirée des versions orales. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ça. En fait, dans les contes, on connaît surtout les versions de Grimm et de Perrault, en tout cas en France, en Europe. Mais en fait, ces Grimm et Perrault, ils ont collecté eux-mêmes des versions qui étaient à l'époque qui passaient de bouche à oreille, en fait. Donc des versions qu'on dit orales. Et ils les ont alors plus ou moins censurés. C'est vrai que Perrault a pas mal censuré. Il a enlevé tout ce qui le gênait, tout ce qui était un peu, parce que les contes étaient, enfin, ce qu'on se racontait, ça pouvait être beaucoup plus violent. Voilà, enfin, ça touchait plein de choses, du corps notamment, etc. Et donc Perrault a pas mal censuré. Grimm, il a aussi adapté. Il a gardé ce qu'il voulait. Il a même parfois changé les fins. Bref. Et du coup, c'est un peu ce qui est resté, ce qui est arrivé jusqu'à nous, puisque c'est les écrits qui restent plus que... Voilà. Mais quand on fouille un petit peu, on trouve des collectes, et notamment, moi j'ai fait tout un travail sur le Chaperon Rouge, parce que c'est assez génial. Toutes les versions orales, il y en a eu plein, en fait, qui ont été collectées. Donc à l'époque, il y a des gens qui allaient dans les campagnes et qui essayaient d'approcher les conteurs, entre guillemets. Alors, c'est pas des conteurs professionnels, c'était juste le papy qui aimait bien raconter les histoires que lui avait transmis sa mamie, et donc ça a circulé comme ça un peu partout depuis très longtemps. On sait pas trop d'où ça vient, ni de quand, etc. Mais ce qu'on repère quand même, c'est que il y a des motifs qui sont récurrents, qu'on retrouve chez le Chaperon Rouge, par exemple. Il y a tout un tas de motifs qu'on va retrouver, même en Italie, même en Chine, en fait. Les contes sont allés très loin. Et donc, pour ces trois petits cochons, j'ai, à l'aide d'une bibliothécaire de la BNF, j'ai lu quelques versions orales comme ça, et qui étaient très différentes des trois petits cochons qu'on connaît. Parce que nous, on connaît la version un peu qui a été, je pense, reprise par Disney, où ça se termine très bien. Les trois cochons se réfugient dans la dernière maison et le loup finit dans la soupe. Et en fait, dans les versions orales, c'est pas trois cochons, c'est une canne, une oie et un cochon. Et ils vont se faire manger parce que c'est la fête au village le lendemain. Ils ont bien compris qu'ils allaient passer à la casserole, donc ils se sauvent. Ils se construisent chacun leur maison.
Les 2 premières sont soufflées, les 2 animaux, les 2 premiers sont mangés, et le troisième, le cochon, lui, non. Et après se poursuit une espèce de cohabitation avec le loup, qui est assez sympa, assez marrante, enfin, qui a à la fois pleine de suspense, en fait, parce qu'on a bien compris que le loup voulait manger le cochon. Mais en même temps, le cochon est assez malin pour trouver des astuces, et voilà. Donc voilà, je me suis partie de plusieurs versions qui étaient assez différentes. J'ai un peu mixé, j'ai gardé ce qui m'intéressait. Enfin, j'ai fait ce qu'un conteur ferait, ce que faisait à l'époque. C'est-à-dire que les conteurs, on leur racontait des histoires et puis ils les redisaient à leur manière, quoi, à leur façon. Donc c'est pour ça que ça se transformait. Donc voilà. J'ai commencé, je pense, j'ai commencé par faire des dessins, je pense. Donc ça a été le tout début. J'avais très envie évidemment, c'est un peu logique, mais ces fameuses 3 maisons qui prennent, voilà, j'avais ces trois images qui sont venues tout de suite. Voilà, bon, les 3 maisons, les cochons cachés dedans, le loup derrière, la végétation, vous verrez après. Voilà, et puis j'ai commencé à chercher, bon, c'est vraiment le tout début des croquis, la figure du loup aussi, la figure du cochon, et puis ce qu'on appelle aussi un découpage, une espèce de pré-découpage, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, page 1, je vais plutôt parler, il y aura ça, double page 2, deuxième double page, il y aura ça, troisième double, etc. Je commence un peu à construire mon livre pour voir combien de double pages il va y avoir, sur quel moment je m'appesantis, comment le rythme, c'est aussi une façon de travailler le rythme. Et puis, en même temps, en fait, il y a le travail sur le texte. Voilà. Donc ça, j'y travaille jusqu'au bout, en fait. Et puis après, alors là, il n'y a qu'un extrait, parce qu'en général, j'ai une pile de brouillons, à force de travailler. Et voilà. Donc cette fameuse maison frontale, comme ça, la place du cochon, et derrière, puisque à chaque fois, il se construit une maison avec ce qu'il trouve sur place, c'est-à-dire, bon là en l'occurrence c'est des fougères, il va trouver des fougères sur place. Alors attendez, je vais les mettre dans l'ordre. Voilà, donc la maison de fougères avec le cochon caché dedans, la maison de briques, avec ça je vous l'ai montré, et puis ensuite qu'est-ce qui se passe quand la maison est cassée, que le cochon ait mangé. Et puis ensuite, là c'est pareil, en fait, à chaque fois je voulais... Ouais. Bon, je vous montrerai après. Et puis, la dernière maison où le loup n'arrive pas à entrer. Donc, en fait, j'ai fait une petite sélection rapidement pour vous montrer justement tout ce qu'on peut... Ouais, voilà, toutes les recherches sur les images, quoi. Quelle est la taille du loup par rapport à la maison, comment il se positionne. Là, je l'avais mis comme ça, puis finalement, il va prendre une allure plutôt animale, en fait. J'ai pas le croquis. Hop. Ouais. Non, j'ai pas le croquis, mais bon, je vous verrai l'image, vous verrez l'image finale. Et puis la scène dans la forêt, où ils sont tous les deux. Lui, il emmène, en fait, le petit cochon l'emmène chercher des noix. Et après, voilà, donc en fait, on se rend compte que dans la composition de l'image, ça change un petit peu. Enfin, je sais pas si ça vous parle, mais entre ça et ça, on n'a pas la même sensation de. Qu'est-ce qu'on pense? Non, mais c'est là où je me rends compte qu'effectivement, ta formation de scénographe, elle a vraiment son. Ça se retrouve illustré dans tes. Dans tes albums, en fait. Ouais. Ah bah peut-être. C'est vrai que là, de la manière, enfin la perspective, qui a beaucoup d'importance. Ouais, il y a sans doute des choses qui reviennent. De toute façon, puis après, dans certains livres aussi, j'ai travaillé vraiment le livre comme un espace. Donc du coup, en effet, là, il y a à nouveau l'idée de la maquette et je pense aussi, oui, de la scéno, mais sur d'autres choses. Donc voilà, ça c'est tout le travail qu'on appelle de chemin de fer, en fait. C'est-à-dire que je fais tout le livre comme ça, et une fois que c'est bon, c'est ça que je vais montrer à l'éditeur. Alors l'éditeur, normalement, ça y est, on est parti, on bosse ensemble. Hein. On a presque même signé un contrat, enfin ça dépend, mais voilà. Et donc je lui montre ça, on en parle, éventuellement il me fait des retours ou elle me fait des retours. Et puis une fois que c'est validé, là je commence à graver.
Et voilà quelques images, quelques gravures du livre. Je vous montre comme ça en même temps, parce qu'on les voit quand même mieux. Il y en a deux là. Voilà. Donc, et l'avantage d'avoir des bois, en fait, c'est que on peut faire plein de tirages, enfin changer les couleurs, en fait. Et jusqu'à la fin, ça c'est la dernière partie de recherche de couleurs, où je me laisse encore entière liberté. Le loup, je savais pas s'il allait être bleu ou brun comme ça, finalement. Voilà. Et l'éditeur a quel rôle par exemple, est-ce que il dit non, le loup, il est hors de question que tu le fasses bleu, ça passera pas? Non, bah après ça dépend de l'éditeur, j'imagine. Mais donc ça c'est un livre qui est paru chez A Pas de Loup. Elle me laisse vraiment carte blanche. C'est hyper confortable. Même pour tout en fait, pour le choix de la typo, la composition du texte et tout ça. Voilà, elle est vraiment bon. Mais par contre, c'est vrai que d'autres éditeurs ont pu me faire des retours déjà, oui, sur des choses. Ouais, bon, je vais pas vous raconter. C'est un peu des petites histoires, c'est pas très intéressant. En fait, dans les éditeurs, je trouve que ce qui est important, ce qu'il faut qu'ils arrivent à faire eux, c'est d'amener le livre vers, de pousser l'illustrateur là où il ne serait pas allé, mais c'est pas le contraindre en fait. Plus on contraint, moins. Enfin, l'artiste, il va se mettre des contraintes, ça, d'accord, mais pour lui-même, pour jouer en fait, pour créer, mais si un éditeur met des contraintes, je suis pas sûre que ce soit bon pour la création en fait. Donc. Et tu parlais du texte en disant que c'est effectivement, tu as repris un conte qui était de tradition orale, qui n'est pas forcément le conte qu'on est habitué à entendre. La réaction des enfants. Est-ce que déjà tu penses quand tu écris ou quand tu crées un livre au public? À quel âge, voilà, ces questions-là. Et comment, pour le coup, est-ce que tu es surprise de la réaction des enfants ou de la manière dont ils vont réceptionner le texte ou, Bah là encore, pour chaque livre, il y a un peu une aventure différente, donc c'est pas évident de généraliser, mais pour ce livre-là, en tout cas, c'est marrant, dans mes notes, j'ai vu hier, en regardant, j'ai mis maternelle. Alors tu vois, j'avais quand même dans l'idée, parce que les 3 petits cochons, a priori, on le lit souvent maternelle. Mais c'est vrai que ces versions-là, vous verrez si vous le lisez, l'histoire est assez longue, il se passe plein de choses, en fait, c'est presque, ça peut être pour les grandes sections, mais je dirais même plutôt pour les élémentaires, en fait. Parce que c'est hyper intéressant. Ouais. Il y a pas mal d'humour aussi. Je suis partie d'une version où le conteur s'amuse pas mal. Donc oui, là j'avais pensé. Voilà, tu vois, je pense que oui. Mais après sur d'autres projets, ce livre-là, j'ai tout de suite conçu comme en édition courante, alors que j'ai aussi plein d'autres livres que j'ai d'abord fait sous forme de livres d'artistes. Et donc, c'est des livres qui sont faits en atelier, et c'est plus des recherches personnelles, et je pense absolument à personne dans ces cas-là. Je ne pense pas. D'ailleurs, le tout premier livre d'artiste, je vais vous le montrer. Il s'appelle Noir du Berry. Il est là. Hop. Donc c'est un livre de cette taille-là. Donc Noir du Berry, c'est le nom d'une poule noire. Et voilà. Donc vous allez comprendre comment je l'ai fait. C'est de la gravure. Un jour de neige, je précise. Parfois des interprétations un peu. Et voilà. Donc ça s'appelle le colophon à la fin. C'est-à-dire que et puis là c'est en typo, en vrai typo au plomb là. Et donc c'est là où va être indiqué qui l'a fait, quand, voilà, les dates, ça. Donc vous avez vu comment j'avais fait ce livre, techniquement? avec des bouches? Oui, bien. Vous avez le papier déchiré? Ah non, c'est vraiment de la gravure. La première, enfin même comme la pomme. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que je le fais moins maintenant, mais le bois, on peut le déchirer en fonction de la manière dont on utilise la gouge. On peut en effet déchirer les bords. Mais non, c'est de la gravure.
Mais alors comment j'ai fait mes flocons de neige là? Oui. Voilà, c'est ça. Donc ça s'appelle un bois perdu, c'est-à-dire que c'est le même bois qui va servir à imprimer tout le livre. Et à la fin, donc je creuse petit à petit, et à la fin, il reste plus que ça quoi sur le bois. Donc ce livre, je l'avais vraiment, c'est une expérience d'atelier. J'ai pas du tout pensé aux enfants en faisant ça, hein, vraiment. Et en fait, c'est une autrice qui était à l'époque éditrice chez un tout petit éditeur qui m'a dit mais ce serait rigolo de l'associer à Une poule sur un mur et voilà et de l'adapter. Et c'est ce qu'on a fait. Alors le livre on l'a pas là, mais par contre j'ai une image. Ouais, vas-y. Alors j'ai une photo du livre, comme ça vous verrez. Où est-ce qu'on l'a mis? Là, tac. Noir du Berry. Est-ce que c'est là? Ouais, c'est ça. Bon, j'ai juste une photo et c'est même pas le livre en fait, c'est mon livre d'artiste. Bon, c'est pas grave. Bon, en fait, du coup, je l'ai adapté, c'est-à-dire que la poule picore, elle est rose parce que dès le départ, on s'est dit qu'on allait faire une collection, donc il fallait que ce soit des couleurs, des duos de couleurs. Et puis on l'a associé à un texte, au texte qui va disparaître lui aussi petit à petit. Plus on lit, plus le texte disparaît. Et à la fin, il y a voilà. C'était peut-être un peu embêtant pour les tout petits, parce que là, pour le coup, c'est vraiment pour les... Quoique les comptines, ça marche encore pas mal en maternelle, mais évidemment. Mais bon, l'idée de la disparition totale de la poule, ça a été une question. Donc, on s'est dit qu'on allait trouver une petite chute pour qu'elle réapparaisse, quoi. Et c'est ce qui se passe. Et après, on a développé toute une collection sur le même principe, c'est-à-dire une image qui se transforme. Et donc, trouver, ce qui est assez rigolo après, pareil encore, cette histoire de contrainte, dans ce format de 7 doubles pages, avec une image qui se transforme sur 7 doubles pages, plus un bruit, plus une chute, il fallait trouver des comptines qui fonctionnent avec tout ça, enfin, trouver des idées, quoi. Donc, par exemple, Gentille Alouette, ça marche bien. Je vais repasser sur... tac. Mince. Ouais. Donc Gentille Alouette, ça marche évidemment, puisque c'est Je te plumerai le bec, le cou, etc. Donc les plumes bleues disparaissent, elle apparaît en jaune. Et à la fin, on a la fameuse double page avec un bruit, un cri. Et, oh chouette, et la chute. Bon, là, par exemple, tu vois, intervention de l'éditeur. L'éditeur m'a dit, ça le gênait en fait, cette histoire d'oiseaux plumés pour les petits, de se faire plumer, quoi. Ah. Donc il fallait retourner il fallait que l'oiseau récupère ses plumes d'une façon ou d'une autre et que finalement, voilà, il profite, quoi. Ça se finit bien pour lui. D'accord. Pour que les enfants soient pas perturbés par le fait que l'oiseau avait perdu ses plumes. Oui. D'accord. Alors que bon, c'est une chanson qu'on chante, qu'on chante depuis tout le temps, et bon, je suis pas tout à fait sûre que les enfants comprennent le second sens, mais même s'ils le comprennent, c'est pas forcément c'est un apprentissage aussi de la vie, hein. Pas pour moi, hein, mais bon, après chacun son idée. Alors par exemple, Mon petit lapin. Donc là, tout simplement, mon petit lapin s'est sauvé dans le jardin. Et en fait, alors donc je me détache un peu du texte. Enfin, je reste, c'est toujours, mais je suis pas collée. Parce que c'est vrai que pas forcément très intéressant d'avoir un texte qui illustre. Évidemment, c'est pas intéressant d'avoir un texte qui illustre précisément le texte, une image qui illustre le texte. C'est-à-dire redire 2 fois la même chose, ça n'a aucun intérêt. Donc trouver la manière de se positionner par rapport au texte et puis éventuellement de se décaler complètement, ça peut être super intéressant. Bon, là. En fait, voilà, il mange son chou et puis il apparaît, quoi, petit à petit. Ouais. Et donc, j'attends la fin. Et ça, le côté pied de nez à la fin de chaque comptine, enfin l'interjection en avant-dernière page et le pied de nez à la fin de chaque comptine, c'était avec l'éditeur aussi que vous aviez trouvé ça pour que ça se... Alors c'est avec la première petite éditrice qui est autrice aussi, et on continue à bosser ensemble sur les fins. Ouais. Ok. Donc voilà.
Et puis après, on s'est un peu écarté. La petite bête qui monte, en fait, on va se promener sur une gravure. C'est la même gravure, en fait. Et donc, on va grimper petit à petit. Donc, ce qui est assez sympa, c'est d'avoir presque des images abstraites, un peu, au départ. Et puis, voilà, la petite bête qui monte jusqu'au... Ouais, avec une main, j'ai mis... jusqu'à la lune. Et après, on se balade. Ouais. Oui, il change. Il change. C'est pas toujours évident pour toutes les comptines de rester sur ce principe d'une même image qui se transforme. Donc voilà. Voilà, bon, ça c'est toute la collection. La souris verte. Ah bah tiens, je peux vous montrer toute la création de la souris verte. Comme ça. Alors on va commencer par les croquis. La souris verte, c'est celle-là. Ouais. Donc voilà, première feuille où je commence un peu à découper, où je me dis finalement ce qu'il y a de commun, c'est cette souris qui va passer d'un milieu, on la trempe dans l'eau, on la trempe dans l'huile, etc. Donc finalement la souris, elle est un peu victime, un peu dans l'histoire, mais bon. Ce qui change, c'est l'univers dans lequel elle est, quoi. Un coup dans l'herbe, un coup dans l'huile, etc. Donc graphiquement, c'était ça qui allait changer. La souris n'allait pas changer. Alors, des croquis de recherche de souris, est-ce qu'elle est active, est-ce qu'elle est plutôt voilà. Et là, voilà, graphiquement, comment la souris se mélange à son univers. Et puis, ce qu'on appelle donc le chemin de fer. Donc là, c'est double page après double page, tout le livre. Et du coup, comment le texte se répartit là-dedans, quoi. Et puis, la dernière double avec le bruit, et puis la fin, où on cherche des idées. Et voilà. Une fois que tout est bien calé, je fais les croquis au format de la gravure, au fusain. Voilà. Donc là, c'était relativement simple. C'était très graphique. Voilà. Et une fois que c'est fait, et après, c'est les gravures. Voilà. Et là, après, mon travail est terminé puisque tout est composé, etc. Ensuite, c'est l'éditeur qui récupère tout ça et qui va travailler avec une graphiste pour faire la mise en page de tout ça, quoi. Et évidemment, l'impression, etc. C'est magnifique, ça. N'hésitez pas à me poser des questions, si vous voulez, en cours de route, là. Voilà. Bon, ça c'est la collection des comptines. Que je vais poser là. Pour les petits et maternels, je dirais. Il y a d'autres questions que tu veux dire? On va peut-être parler de ton dernier. Le dernier? Ouais. Il est derrière. Alors, à la recherche du petit sommeil, j'ai rien pris, j'ai pas pris de... Ah, il est un peu frais, donc j'ai du mal à en parler encore, mais bon. Sinon, on peut en parler d'autre chose. Moi, j'avais juste une question, c'était justement, donc, c'est à la recherche du petit sommeil perdu, avec un enquêteur qui va chercher le petit sommeil, et il va le chercher dans le potager. Et en fait, moi, la question, c'était effectivement... c'est super parce qu'il y a des très très beaux légumes et ça permet de passer d'un artichaut à un potiron, tout ça. Mais l'histoire au départ, c'était quoi? C'était le désir de vouloir, dessiner des légumes, ou c'était quoi? L'histoire, en fait, c'est... Bon... ça part au tout départ de En fait, je me souviens plus où j'ai trouvé ça, mais une espèce de petite histoire en ritournelle comme ça, où un personnage... Alors le truc, c'est qu'en plus, c'est flou dans... un personnage, voilà, cherche à dormir quelque part, cherche son lit, on va dire. Alors je sais plus si c'était déjà dans des légumes dans cette histoire-là. Je sais même pas si c'est vraiment une histoire. J'ai l'impression que j'ai dû trouver ça... c'est pas un livre en tout cas. J'ai trouvé ça dans un répertoire de comptines ou un truc comme ça. Et donc en fait, c'est un petit personnage qui essaye de trouver un endroit où dormir et ça lui convient jamais parce que il considère que c'est toujours trop petit pour lui.
Et en fait, il va aller d'un truc très très grand, je sais plus ce que c'est, mais d'un truc très très grand jusqu'à un truc tout petit qui est pile à sa mesure. Et là, ça lui convient parfaitement. Donc j'aimais bien le côté un peu absurde du personnage qui trouve que c'est trop petit, alors qu'en fait c'est gigantesque. Enfin bon, voilà, c'est toujours une histoire enfin, c'est un peu comme Boucle d'Or d'ailleurs, c'est une histoire de lit à sa mesure qui cherche sa place aussi. Donc c'est parti de là. J'ai commencé à chercher. Je me suis dit tiens, ça peut être finalement un enfant qui cherche à dormir tout simplement, mais il cherche pas vraiment. On voit qu'il joue. En fait, ça a pris pas mal de chemin. Tout de suite, c'est quand même parti sur les légumes parce que je me disais que c'était assez rigolo d'imaginer de dormir comme un habitat quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont a priori, mais bon, ça se voit pas forcément, mais ils sont coupés en deux en fait. Donc on rentre dedans. Ah, c'est pour s'installer dedans pour ouais, dormir. Ouais. D'accord. Un peu comme voilà. Et puis au départ c'était un enfant qui cherchait à dormir, qui cherchait son lit en fait tout simplement, qui cherchait son lit, puis son lit était trop rond, trop ce lit, trop cela vraiment. Et puis après j'ai voulu m'en éloigner, je me suis dit ah bah tiens ça serait quand même plus marrant un petit enquêteur. Et voilà comment à la fin c'est arrivé. C'était plus un lit qui cherchait vraiment, c'était plutôt le petit sommeil. On sait pas trop ce que c'est. J'avais envie de garder cette ambiguïté du petit sommeil. On sait pas si c'est pas un animal. C'est pas forcément le sommeil. Je cherche pas. En plus le mot sommeil, voilà le petit sommeil. Et puis finalement le sommeil lui tombe dessus sans qu'il s'en aperçoive. En fait, c'était ça qui est marrant aussi, c'est que moins on le cherche, mieux on le trouve quoi le sommeil. Voilà, et à la fin, c'est les deux dernières. L'enquêteur contrôle sous les feuilles, il voit un radis, ah oui, mais rien d'autre. Donc il est toujours à la recherche du petit sommeil. Alors il glisse ses jambes dans un lit grand comme lui, il bâille bruyamment, s'étire et ronronne presque. Oh, merveille, il trouve le sommeil. Donc voilà, c'était... Il est très beau. Et je trouve que justement, pour parler des légumes avec les enfants en classe, je me dis que ça peut être pas mal aussi, quoi, parce qu'il y a une sacrée galerie de légumes. Je crois qu'il y en a un que j'avais pas reconnu, mais je sais plus lequel c'est. Il y a la betterave qui est peut-être celle-là. Ouais, mais je sais plus ce que c'était. Bon, celui-là, tu l'as pas. Peut-être j'ai pas reconnu le légume, effectivement. Ah zut. Alors. Ah, mais j'ai juste ça. Parfait. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que... vous avez des questions, j'ai un micro, donc je peux... C'est bon? Sinon, moi, je peux vous montrer mon travail sur Petit Chaperon Rouge. Oui, tout à fait. Parce que c'est aussi un exercice à la base. Donc, c'était pas du tout pensé forcément pour l'édition. Enfin, quand je l'ai fait, non. Et donc là encore, je me suis inspirée des versions orales. Et voilà, et notamment la version nivernaise qui est assez géniale, notamment parce qu'elle se termine bien. Et du coup, ça change un peu le regard sur cette fille qui n'est pas une petite fille, qui est plutôt une jeune fille. Parce qu'il y a une première étape, en fait, sa mère lui dit de briser sa robe de fer, de frotter, briser sa robe de fer ou ses sabots de fer, ça dépend des versions, avant de pouvoir partir dans la forêt, s'aventurer en forêt. Donc, a priori, elle a pas 10 ans, elle a plutôt 14, 15, enfin, c'est une adolescente, quoi. Et donc voilà, c'est un livre d'artiste tout en gravure aussi, noir et blanc, avec du rouge, et du rouge et toutes les variantes, c'est-à-dire rose, rouge, etc. Et donc, j'ai joué aussi avec la tourne de la page, c'est-à-dire que le loup est déjà là, en fait. Là, on voit qu'il y a le loup devant, derrière. Elle a rien vu, il est déjà là. Il est même déjà là, donc, à la première. Là, ça c'est parce que j'avais travaillé sur Boucle d'Or un peu de la même façon, c'est-à-dire travailler les extérieurs, intérieurs justement. Donc il y a un peu, peut-être que là il y a la scéno qui revient. Il y a la scéno qui revient. Bon, allez. modestement. Voilà, donc la grand-mère qui se fait dévorer, elle qui prend son temps, qui arrive enfin à la maison. Et là, c'est une scène qui n'existe plus ni chez Perrault ni chez Grimm, mais qu'on retrouve très souvent dans les versions orales, où en fait le loup l'invite à manger et à boire, et sans le savoir, elle va boire le sang de sa grand-mère et manger aussi sa grand-mère. Ça dépend, oui. Ça dépend c'est même plus précis, hein. Souvent c'est les seins ou le ventre, donc c'est très symbolique. Et puis ensuite il y a cette scène aussi qui a disparu où elle se déshabille et le loup lui dit, elle demande ce qu'elle doit faire de ses vêtements et le loup dit jette au feu, t'en auras plus besoin. Donc elle enlève chacun de ses vêtements.
Et cette scène qui est toujours la même, de découverte du corps. Mais alors parfois c'est un loup, mais parfois c'est une ogresse, c'est pas forcément une figure masculine. En Italie, c'est plutôt une ogresse. Et puis dans cette version, donc avant comme tu as de grandes dents, c'est ça, une grande bouche, je sais plus. Une grande bouche. Avant cette question, elle veut s'en aller, donc elle trouve un prétexte, elle dit qu'elle veut faire pipi. Le loup lui dit, la laisse partir, mais l'attache quand même avec, ça dépend, voilà, avec un de ses poils ou, enfin bon. Et puis elle se détache, elle se sauve. Voilà. Ces 2 dernières images sont restées dans le livre pour enfants. Mais toutes en fait, toutes à part une. Ouais, à part une, mais je les ai un peu transformées. Le livre, il est là. Donc après, il y a eu la version en édition courante. Et comme l'idée, c'était de mettre les textes, du coup, j'ai rajouté des gravures. Il n'y avait pas assez de gravures. J'en avais que 10 et il me fallait beaucoup plus de... Et puis, il y avait des choses que j'avais pas mis, enfin, j'avais pas du tout. Je m'étais limitée à 10 doubles dans mon livre d'artiste, 10 doubles pages. Et donc là, j'avais pas mis la robe de fer. J'avais pas mis le chemin de... Tu sais, il y a 2 chemins... le chemin des aiguilles ou le chemin des épingles. Aussi, elle doit choisir. Donc ça c'est l'image du début. Que j'ai, celle-là aussi, elle y est. Voilà, j'ai bougé des petites choses. Ça, c'est une que j'ai rajoutée. Alors ça, j'ai pas pu le faire, la fameuse découpe. Donc en fait, j'ai fait ça comme ça. Techniquement, c'était trop cher en fait à faire, donc on a fait ça comme ça. Donc voilà, mais ça a pas. Enfin, le principe est. Voilà, ici ça, c'est vrai que j'ai changé ça. J'ai bougé ça. Voilà. Donc, super belle version, hyper intéressante. Alors, évidemment, c'est pas pour les... Je pense pas que ce soit pour les petits. C'est plutôt à partir de, voilà, je sais pas, 8 ans, 9 ans. Et puis, en discuter, évidemment, derrière, en fait. À partir du moment où on en discute... Parce que là, c'est à quel moment qu'elle... Oui, alors j'ai rajouté celle-là parce que j'avais pas assez de... Donc, en fait, on passe pas... Normalement, on passe de ça à ça directement, et puis j'ai rajouté le chat, enfin bon, j'ai bricolé. À quel moment? En fait, l'an dernier, il y avait une formatrice qui était venue avec sa classe et qui avait pris plein de versions du Petit Chaperon Rouge. Et elle était revenue avec celle-là en disant que celle-là, ça avait beaucoup choqué effectivement les étudiants et qu'ils ne voyaient pas comment ils allaient pouvoir l'utiliser en classe, notamment parce que... le moment où le loup demande à la petite de se déshabiller, le moment où le petit chaperon rouge mange et boit le corps de sa grand-mère, il demandait comment ça pouvait passer en classe. Et est-ce que toi, tu l'as testé, en fait? Enfin, est-ce que... Oui, la question qui revient pour les petits, c'est plutôt... mais alors la grand-mère, elle est mangée, quoi. C'est terminé pour elle. Ça, c'est marrant. C'est plutôt ça qu'il est, ouais. Après, pour les ados, par contre, c'est super intéressant. Moi, j'ai vu des 6e il y a pas longtemps. Et oui, la question, les filles se posaient vraiment la question, mais pourquoi est-ce qu'elle accepte de se déshabiller? Et ouais. Et donc, justement, c'est. Bon, ce que je dis souvent, c'est que c'est des choses qui... Alors déjà, c'était pas des contes pour les enfants. Au départ, c'est quand même tous les contes oraux, c'était des contes qui étaient racontés entre adultes. Pour adultes, les enfants étaient là, bon, ils en profitaient ou pas, mais bon, c'est quand même, ça parle de nos relations ça parle de la société, en fait, tous ces contes-là. Ça parle des hommes, de nous, entre nous, quoi. Enfin, je sais pas. Et... Oups, micro. Comment dire? En fait, j'ai pas vraiment d'explication parce que, enfin, je peux en avoir, mais en fait, l'intérêt des contes, justement, c'est que chacun va être perturbé ou choqué à sa façon et essayer de comprendre pourquoi ça. En fait, ces contes, moi, j'ai rien inventé, ça vient de très très loin. Si c'est arrivé jusqu'ici, c'est que ça a une valeur, c'est nécessaire en fait. Bon, alors maintenant, il y a Perrault et Grimm et les écrits qui ont un peu tout bouleversé, évidemment. Mais ils sont arrivés, et on sait qu'ils sont très très anciens, la mythologie, tout ça a sans doute aussi influencé les contes, on ne sait pas trop voilà. Donc s'ils sont là et qu'ils se sont répandus un peu partout, c'est qu'on en a besoin, quoi.
Ça nous parle, ça raconte quelque chose, ça réveille des trucs, etc. En tout cas, ça pose question. Et à chacun de trouver sa réponse. Et donc, c'est pour ça qu'aux ados, bon, j'essaie de leur dire ça, déjà, que c'était pas une invention, etc. Et que, du coup, ça m'a fait... Sur le coup, je me suis dit, mais finalement, ça parle aussi du consentement, puisque ce que ça veut dire aussi, puisque dans cette version-là, elle s'en va avant de se faire manger, quand même. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, elle a le droit de dire stop. Et ça, je trouve ça pas mal aussi, parce que ça, voilà, c'est un sujet d'aujourd'hui aussi. Hein, mais... alors, c'est sûr que c'est pas pour les, les sixièmes étaient peut-être même un peu jeunes aussi, mais bon, en même temps, ça reste un conte, donc on est que sur des choses un peu, chacun de nous comprend ce qu'il peut, ce qu'il veut, etc. Ouais, aussi. Est-ce qu'on peut rester dans les contes et parler de la clé sous la porte? Oui. Parce que j'aime la clé sous la porte. Donc, alors, il y a toujours ça. Alors, vous, j'avais pas trop le... Si, il est pas mal. Ah, voilà. Donc, la clé sous la porte, c'est un livre d'annonce immobilière. C'est-à-dire que les maisons des comptes, justement, les maisons des différents comptes, sont allouées. Et donc, il y a un mini-texte pour les présenter et pour savoir à quoi s'attendre. Et moi, la question que je m'étais posée en le lisant, c'est est-ce que tu cherchais un appartement à ce moment-là, en fait? Bravo, oui, c'est ça, ouais. Parce que vraiment, c'est exactement ça, quoi. Donc, je vais en lire un. Sur et après, la réponse n'est jamais donnée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quelle... Enfin, si, les réponses sont à la fin. Maisonnette à l'orée du bois, première du village après le moulin, charme de l'ancien, chevillette et bobinette d'époque. Et chaque maison a sa propre double page avec l'annonce et avec l'illustration. Donc celui-là vient d'où alors? Il vient d'une recherche. J'étais là, j'avais le nez dans les petites annonces et bon, je sais pas comment c'est venu, mais je me suis dit que finalement les maisons dans les contes ont quand même souvent, elles sont pas tellement décrites, mais il y a quand même des petits éléments qui peuvent, comment dire, en fait, elles ressemblent plutôt à leur propriétaire. Donc, mais bon, parfois il y a quand même des éléments. Par exemple, il y en a une que j'ai pas faite, c'est la tour de réponse, parce qu'il y en a qui résistent. Hein. Il y a tellement rien qu'on peut pas. Par exemple, Jack et le haricot magique, il y a rien sur la maison à part éventuellement le jardin, voilà. Mais des fois j'ai pas trouvé quoi. Mais bon, donc puis de toute façon, je voulais aussi ne faire que des contes connus quoi, pour que tout le monde trouve quand même. Donc c'est un peu les contes les plus connus. Donc modeste masure de bûcheron en forêt, simple et sans artifice, non loin d'un ruisseau de petits cailloux blancs. Et il y a des indices dans l'image aussi. Donc là, voilà. Lot de 3 maisons, 2 belles ruines, l'une en paille, l'autre de bois, gros travaux à prévoir et une solide maison de maçon en parfait état. Donc voilà, c'est que des... L'idée c'est devinettes quoi, un peu comme des devinettes. Et puis ici normalement vous avez bon, mais c'est pas très grave. Non, mais c'est pas grave. En fait, il y a les clés, une page avec que les clés, donc il faut retrouver. Ah bah elle est là, voilà. Donc l'idée c'est de retrouver à qui appartient chaque clé. Et donc là, c'est vrai qu'en livre-jeu sur les contes, je le trouve incroyable. On a parlé tout à l'heure des comptines, mais en fait, on n'a pas parlé de tout ce que tu fais autour des comptines. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que tes livres de comptines étaient justement la base d'un travail pour créer des jeux, pour créer des cabanes, justement, dessiner les tout petits, pour créer des spectacles. Et comment c'est venu cette envie-là. Cette envie et puis ce développement-là, en fait. En fait, c'est venu grâce à une bibliothèque qui m'a demandé il y a peut-être, il y a peut-être 8-9 ans, qui pensait que j'avais une expo pour les tout petits.
Parce qu'il y a pas mal d'illustrateurs qui montent des expos, enfin en tout cas qui ont des originaux, et puis quelques-uns qui créent aussi des expos. Puis bon, cette personne pensait que j'avais, donc j'ai dit bah non j'ai pas, mais par contre j'ai bien envie, ça faisait un moment que j'y pensais, évidemment, toujours le travail de la scéno, du jeu, etc., trouver des prolongements. Et donc elle a été partante pour me prélouer un truc qui n'existait pas. Donc ça a été cool parce que ça me faisait une échéance, etc. Et donc j'ai travaillé sur les comptines, évidemment, puisque c'est vraiment le travail que j'ai pour les tout petits. Alors, attends, ça c'est pas... Ouais, ça c'est autre chose. Attends, comment je reviens? Tac. Voilà, les murons des oreilles. Ça s'appelle... Donc l'expo s'appelle Les murons des oreilles. Et donc j'ai imaginé un... Alors, il fallait qu'il y ait... Et j'avais plein de contraintes, encore une fois, au départ, qui étaient que c'était pour les bibliothèques. Donc il fallait que ce soit solide, pas dangereux, démontable, facilement démontable, remontable, qu'il y ait un élément fort, donc c'est cette cabane, comme ça on repère qu'il y a une expo, mais aussi qu'il y ait des petits modules, comme ça permet de s'adapter à tous les espaces, parce que les bibliothèques sont toutes différentes, évidemment. Et puis j'avais envie de développer un jeu pour chacun des livres, un petit peu en prolongement avec ce qui se passe dans le livre, quoi. Pas uniquement la narration, mais aussi ce qui peut se passer au niveau... Enfin, vous allez voir. Donc, il y a cette fameuse cabane. Et c'est pareil, je voulais que les livres soient présents. Donc, ils deviennent des pièces de puzzle, en fait. Est-ce que je peux faire ça? Tac, ouais. Des pièces de puzzle qu'on peut emboîter, déboîter. Et puis, voilà, l'idée, c'est pareil. Les bibliothécaires sont pas forcément là. Donc, il faut qu'il n'y ait pas forcément besoin de médiation. Que ça fonctionne tout seul, que les parents voient qu'il y a un lien entre chaque jeu et chaque livre, quoi. Enfin, entre un livre et un jeu. Donc voilà, par exemple, sur 1, 2, 3... Non, c'est... Nous allons au bois. C'est celui-là, oui. 1, 2, 3, nous irons au bois. C'est le livre de comptines, c'est un truc un peu de... On compte, justement. Enfin, on n'apprend pas vraiment à compter, mais bon, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, c'est les notions de quantité, peut-être de plus en plus, etc. Donc, c'est un peu là-dessus que j'avais travaillé mes gravures, avec les cerises qui disparaissent et les cerises qui apparaissent. Et donc là, ce sont des cerises qui sont sur pivot. Et d'un côté, elles sont blanches, de l'autre côté, elles sont rouges. Et donc, du coup, on peut éventuellement, avec l'enfant, aborder l'idée de rajouter, d'enlever, qu'il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, sans que ce soit, évidemment, 1 + 1 = 2, quoi. Voilà, ça, c'est au recto. Ça, c'est, donc, vous l'avez vu. Donc, c'est... tout simplement une petite poignée avec une fourmi. Et donc l'enfant va vraiment explorer le haut, le bas et le haut, quoi, physiquement, on va dire. Voilà. Pour Alouette, c'est un jeu de puzzle. En fait, justement, on va la rhabiller. Donc c'est des pièces de puzzle comme ça qui sont rectangulaires qu'on vient emboîter. Et puis on va glisser l'alouette qui est ajourée pour changer son pelage. Donc ça, gros succès. Pour les crocodiles, c'est toute une série de corps, de queues, de têtes, de pattes. Alors ça forme un puzzle, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut fabriquer, en les mettant sur la tranche, fabriquer des crocodiles. Donc il y a des modèles, mais on peut après inventer ce qu'on veut. Voilà, ça c'est pour la fabrication, parce que c'est fait avec une menuisière et du fraisage numérique. Donc voilà. Pour la pomme, en fait, c'est une pomme. On va rentrer par le petit trou dans la pomme et on va explorer tout le labyrinthe du verre jusqu'à son habitat, en passant de quartier en quartier comme ça. Quartier de pommes. Bon, là, c'est un puzzle tout simple. Ça, c'était un... Voilà, donc tout ça, c'est... Alors, ce qui était pas mal avec le fraisage numérique, c'est qu'on peut dessiner. Ça ressemble un peu à de la gravure parce qu'on dessine en creusant. En creusant un tout petit peu, on fait apparaître la couleur du bois sous la peinture, quoi. Donc je trouvais ça pas mal comme technique. Alors là, c'est tout simple. C'est un memory collectif. Tous les enfants jouent contre le loup. Bon, ça c'est pas. Et celui-là, donc je fais le tour de ma maison. On a une coccinelle comme ça qui dessine tout le visage. Et au final, donc c'est une cabane dans laquelle on peut rentrer. Et surtout, au dos, il y a un mur métallique sur lequel on va pouvoir fabriquer des visages avec des formes
des formes abstraites, quoi, formes géométriques. Donc pareil, il y a des petits modèles, et puis après, on les reproduit ou on en fait d'autres. Et puis après, on peut ouvrir ou fermer les yeux aussi de la cabane, on peut glisser des livres, voilà. Il y a même un petit nez en escalier. Donc voilà, ça c'est tout le travail d'expo. Maintenant, on a plusieurs. Et il y en a une deuxième, je peux vous montrer. Elle s'appelle Toc Toc Toc, et elle est celle-là, elle est sur les comptes. Donc là, pareil, j'ai une cabane. Elle n'est pas encore, enfin, elle est finie parce qu'elle commence à circuler, mais je l'améliore. Je m'améliore encore parce que j'ai des retours, je la vois vivre et tout, et je vois ce qui manque. Et donc celle-là, voilà comment elle se construit. Ça, c'est les constructeurs, les menuisiers. La voilà, elle dans une bibliothèque. Et ça, j'ai envie quand même. C'est une idée que j'ai eue hier, donc je trouve. En fait, ce que je trouve dommage dans cette cabane, je vois pour les petits, c'est sympa. Les petits aiment bien parce qu'ils escaladent, ils rentrent, ils ressortent et tout, donc ils aiment bien. Mais je trouve qu'il manque un truc, il manque un toit quand même. Je trouve que dans une cabane, on a envie de s'abriter. Mais en même temps, un toit, c'est compliqué parce qu'elle est très basse. Et donc, en fait, je me suis demandé si j'allais pas tendre une corde, en fait, ou enfin quelque chose entre les deux hauteurs du toit, là, les deux, comment on appelle ça, le faîtage, on va dire, enfin voilà, les deux pointes, et faire et donner la possibilité aux enfants de s'abriter, donc de construire un toit avec des éléments textiles, enfin souples en fait, pour pas qu'ils se cognent. Ça, c'est aussi intéressant de concevoir des jeux en pensant aussi à un peu à la sécurité, même si bon, on peut pas tout prévoir évidemment, mais de faire en sorte que ça. Qu'ils évitent de se blesser. Voilà. Bon, j'ai jamais eu de retour pour l'instant, mais bon. Voilà, donc peut-être un truc comme ça, avec des choses qui pourraient coulisser, peut-être en tissu, enfin je sais pas. C'est peut-être une idée. Ça, c'est un jeu de. C'est de la peinture craie noire, donc en fait, jeu de dessin, avec pareil des modèles un peu plus ou moins simples. Ça, c'est un jeu de loi. En fait, j'avais imaginé pour les plus grands, donc du coup, plus des jeux de plateau. Alors, c'est sûr qu'en bibliothèque, c'est moins. Là, je suis en train de. Bon, bref. Donc, ça, c'est un jeu de loi. C'est aussi une commande d'une bibliothèque ? Non. Là, c'est moi qui. Voilà. Ça, c'est vraiment la version jeu de La clé sous la porte. Donc, avec toutes les liens, un puzzle. Ça, c'est un jeu de Baba Yaga inventé de toutes pièces, avec des circuits. Ça, c'est pareil, je suis en train de l'améliorer. Au départ, c'était un système sonore, mais c'est compliqué en bibliothèque. Ouais. Donc c'est en train d'évoluer. Ça, c'est un jeu qui va être fabriqué, là, bientôt. Pareil, c'est un peu comme les crocodiles, mais donc un peu épais, ça se met sur la tranche, et après, on peut faire un peu tous les personnages. Et utiliser le corps pour la tête, pour un chapeau, enfin, on peut les mettre dans tous les sens. Voilà, et puis bon, ça c'est tous les éléments, justement les livres d'artistes et tout, qui peuvent être exposés. Et les éléments, évidemment des gravures. Et puis un jeu comme ça, qui s'appelle L'œil du lynx, où il faut retrouver tous les détails, des détails dans les gravures. Et puis je fais souvent ça aussi, des mallettes un peu clés en main pour pouvoir mener des ateliers quoi, autour de la gravure. Donc voilà, il y a tout. Ça, c'est les expos. Et puis, je sais pas quelle heure il est. Mais... Je sais pas, est-ce que la question est de savoir s'il y a des questions ou non, à vrai dire. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'à ce moment-là, je peux vous faire passer le micro pour que ce soit... Sur tout le monde et n'importe quoi. Olivia? Bonjour. C'est une question très intéressée parce que je suis formatrice en art plastique ici. Et je vois que vous avez des ateliers, des valises gravures. Et moi, la question que je me pose, c'est comme ils ne peuvent pas utiliser des gouges, qu'est-ce que vous utilisez? Ah oui. En fait, on fait... quand je vais dans les classes, c'est plutôt de la gravure sur polystyrène. Polystyrène extrudé. Et du coup, ils gravent avec des crayons. Dans les gouges, maintenant il y a des gommes. Hein. Ils vendent des gommes, des matériaux. C'est plus du lino. Le lino c'est dur à graver, mais il y a des gommes maintenant assez souples.
Mais c'est vrai que je le propose pas aux enfants parce que souvent ils sont déçus du résultat. Moi j'adore, c'est très brut comme résultat parce qu'évidemment c'est dur de maîtriser la gouge au début. Mais eux, ils sont assez peu satisfaits. Donc je préfère leur proposer le polystyrène. C'est aussi, c'est un peu le même principe, sauf que bon, on va pas inverser dans la manière de graver. On grave son dessin, quoi. Je me disais, vous avez peut-être une solution. À chaque fois, j'aimerais bien faire vivre ce travail de gravure, mais je me dis pour des raisons de sécurité, tout ça, je ne vois pas trop. Bah, cela dit, il paraît que dans les années 70, il y avait l'imprimerie dans les écoles et on faisait beaucoup de gravures à la gouge en élémentaire. Donc, ouais. Bah, après, il y a des gants. Ah, si, il propose tout un tas de trucs. Il y a des petites des petites cales en bois en fait qui évitent de glisser. Et puis des gants. Les enfants mettent des gants, voilà, pour se protéger. L'autre main, celle qui ne, voilà. Je pense que ça peut se faire, hein, faut juste en avoir 25. Bien plus ici. Oui. Bon, merci beaucoup. Ah bah après, les adultes, ils peuvent faire ça sans problème, hein, par contre. Oui, mais on est dans un centre. Oui, l'idée c'est on est dans un centre de formation et oui. Moi, mon rôle, c'est un peu de leur montrer comment Oui. ils peuvent s'en emparer après Voilà. En tant qu'enseignant, quoi. Mm-hmm. Donc si je montre des choses qu'ils ne pourront jamais faire vivre à leurs élèves, ça. Oui, oui. Bah non. Alors C'est attendez, intéressant pour eux, mais bah, c'est pas sûr. trop pour. Ouais. Bah, je vais vous montrer les ateliers, comme ça peut donner des idées aux futurs enseignants là, qui sont là. Il y en a beaucoup. Alors, donc voilà, moi je vous montre un peu les ateliers que je propose aux enfants, et ça va des grandes sections de maternelle, mais je le fais même plus petit, hein, mais bon. Je commence à grande section parce qu'à ce moment-là, ils peuvent dessiner, et j'aime bien les faire dessiner d'abord. Donc on dessine au fusain en partant, souvent je prends des dessins documentaires comme ça, ou des photos, des choses très précises, pas du pas à pas parce que ça n'a aucun intérêt. L'idée c'est vraiment d'observer, petit à petit je leur montre, en fait on observe comment est fait l'oiseau, en fait en faisant le tour de l'oiseau, on observe que le bec, il va tout droit, etc., que le dos descend, etc. Donc ils font un dessin au fusain. Ça, le fusain c'est parce que déjà, c'est un outil qu'ils n'utilisent pas beaucoup, donc voilà, c'est une occasion de découvrir. Ensuite, ils vont graver le polystyrène. On peut avoir vraiment des choses fines dans le polystyrène. C'est du polystyrène extrudé qu'on trouve, c'est un isolant en fait, qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Et ensuite, ils vont ancrer. Et le dessin, du coup, qui a été gravé, ne prend pas l'encre. Et voilà ce que ça donne quand on imprime sur toutes les couleurs. Et puis après, il y a plein d'autres. On peut, par exemple, je prédécoupe des formes. Par exemple, l'arbre qui est en bas, c'est une forme que j'ai prédécoupée et qui vont utiliser. Ou alors, c'est les parents qui le font. C'est-à-dire que, pas rentrer dans les détails, mais et du coup, en atelier comme ça, parents-enfants, ça peut être les compositions de petits livres en accordéon comme ça. Ça, c'était plutôt pour les crèches. Et donc, on était parti de mousse qu'ils avaient poinçonné comme ça et collé. Enfin, collé, on les avait aidés, hein, parce qu'ils sont. Mais bon, il y avait quand même le pinceau, là, vous voyez là-haut. Et du coup, ça, c'était ce qu'ils avaient fait, imprimé. Ça, c'est des adultes. Donc là, c'est gravure sur gomme. Ça, c'est des crèches aussi. Donc, je prédécoupe des formes. Et eux, crèche, oui. Et petite section, je pense que c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils vont poinçonner, rayer éventuellement, réussir à rayer un peu, et ensuite ils font tout, c'est-à-dire qu'ils encrent et ils impriment. Ils font tout et en superposition. Bon là c'était des élémentaires, on était parti des azulejos portugais, et donc on avait fait donc vous avez là le dessin à l'encre, là au milieu c'est la matrice en polystyrène et l'impression. Et puis le modèle. Et puis là, on avait fait un abécédaire avec des lettres qu'on avait récupérées. Travaillé aussi d'après nature morte, en gros, hein, partant de légumes. Voilà, bon, des idées, ça vous donne. Bon, ça c'était pop-up. Mais bon, ils sont très doués. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est vraiment leur expression. Je leur demande pas de me copier, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs illustrateurs qui font ça, mais je préfère qu'ils observent par eux-mêmes. Alors bon, évidemment, on n'a pas une vraie chouette dans la classe, mais
Et ça, c'est du monotype. On avait fait. C'est moins, ouais, moins facile à. Bon, j'ai moins l'habitude. En fait, on se dessine. Voilà, c'était comme ça, c'était sur miroir. Mais monotype, c'est-à-dire qu'en fait, on ne grave pas de matrice. On peint et on imprime, voilà, on pose le papier dessus. Donc on n'a a priori qu'une seule impression. Ou alors la deuxième est un peu plus pâle. Voilà. Et là, c'était des choses qu'ils avaient fait sur miroir? Ouais, ils avaient fait leur portrait. Ils avaient essayé de faire leur portrait. Voilà. Bon. Et puis ça, c'était en maternelle aussi. Ils avaient voulu travailler sur Matisse. Donc on avait fait, ah si, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on a les... non, on n'a pas les matrices. En fait, on a utilisé tout un tas d'outils, de matériaux de récup. Et on avait fabriqué en collant, des matrices en collant des éléments de récup. C'est du boule gomme, ça, non? Oui, par exemple du boule gomme, du tissu, quoi, des matières, etc. Ils avaient découpé, etc., collé sur du carton et ensuite ancré cette chose qui est donc du relief et imprimé. Oh, c'était tout un truc, mais bon. Ah, ça, c'est plutôt les adultes. Bon, voilà, ça vous donne un peu des pistes, des idées de ce qu'on peut faire en gravure. Ça aussi, c'était sur Matisse. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il y en a. Hop. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bonjour. Je voulais savoir, selon vous, quelles étaient les plus grandes difficultés pour mettre en œuvre un livre jeunesse, enfin, pour la création d'un livre destiné à la jeunesse. Les plus grandes difficultés. Franchement, non. Enfin, tu parles en tant qu'illustratrice ou en tant... Par exemple, que ce soit, je sais pas, l'adaptation du texte que vous avez fait, ou alors dans certaines de vos gravures, par exemple, il y a pas mal d'implicites dedans. Enfin, ouais, je sais que ma question est vaste, mais vu que je prévois de réaliser un album jeunesse avec ma classe, je voulais savoir si vous avez rencontré certaines difficultés, quels ont été vos obstacles. Et si ça se trouve, il n'y en a pas eu. Est-ce qu'il y a eu des difficultés dans la création de livres ? Il y en a toujours, parce qu'en fait, à un moment donné, on bloque. Hein. Ce que je dis souvent, les enfants sont souvent terrifiés. Moi, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'imaginaire. Bon, en fait, il faut juste... ce que je leur dis souvent, c'est que les premières idées sont pas forcément les bonnes. On pense qu'elles sont géniales, et puis en fait, quand on regarde le projet une semaine après, on dit oh, je peux trouver mieux. Et en fait, c'est en creusant petit à petit et en se laissant influencer, parce que pareil, souvent ça c'est une question d'enfant aussi. D'où vous vient votre inspiration ? D'où ça vient ? Comme si c'était un truc qui venait du ciel. Bon. En fait, je pense que quand on est sur un projet, tout peut nous inspirer. Une rencontre qu'on fait, quelque chose qu'on croise dans la rue, etc. Tout d'un coup, tiens. Enfin voilà, ça peut alimenter un projet qu'on est comme n'importe quel, je pense, ça peut arriver. Je sais pas, un devoir que vous avez à faire, j'imagine c'est la même chose. Donc, mais alors un livre en classe, moi j'ai jamais fait pour le texte, donc je pourrais pas du tout. En illustration, je l'ai fait quand j'étais plus jeune, j'avais fait ça dans des classes, d'essayer de les aider à illustrer un livre qu'ils avaient écrit eux-mêmes. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que, en fait, c'est compliqué l'illustration en classe. Hein. Franchement, c'est hyper dur hein, parce que justement, comme l'image est pas censée redire le texte et que eux, ils savent pas faire ça en fait. Hein. Ils ont du mal à, je sais pas comment. Il faudrait réfléchir vraiment à la manière de. En fait, il faudrait peut-être faire un travail sur un morceau. Je pense que plutôt que de faire un livre. Je pense qu'il faudrait partir d'une image et de voir comment une même image, par exemple, simplement analyser comment une scène, par exemple le chaperon rouge, la fameuse scène de dévoration, comment elle a été illustrée, toutes les façons dont elle a été illustrée, et de voir ce que ça raconte à chaque fois. Parfois, la menace est très forte, parfois non, parfois...
Et du coup, ça permet de réfléchir à ce que raconte l'image. Ça, c'est vrai qu'à l'école, on travaille pas du tout. Moi, je l'ai jamais fait, en tout cas à l'école élémentaire, avant les arts déco, oui. Analyse d'image, on n'a jamais fait. On ne sait pas faire en France. Enfin, je pense qu'on ne sait pas trop bien faire ça. Donc... Oui, si je puis me permettre, pour compléter ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Moi, je pense qu'une des grandes difficultés, c'est effectivement de ne pas être dans une illustration redondante. Et c'est assez compliqué, effectivement, à faire comprendre. Et il y a quand même des pistes que l'on voit dans vos travaux. Par exemple, l'utilisation de la gravure, vous l'avez dit plusieurs fois, ça génère une contrainte que vous vous donnez vous-même, qui, de fait, déjà, vous oblige à ne pas être dans une illustration dessinée telle que... Enfin, on voit bien comment la gravure, hein, ça fait un look qui est un peu plus schématique, etc. Et c'est des petits trucs comme ça, en fait. C'est ce que je dis souvent les étudiants qui sont ici. C'est parce qu'il y a des contraintes qui permettent d'éviter d'être dans une sorte de décalque du texte qui, de toute façon, est impossible et n'a pas trop d'intérêt. Donc, je crois qu'à chaque fois, moi, je dis, il faut trouver une contrainte qui empêche d'être dans une représentation qui serait genre un miroir de ce qu'on pourrait imaginer, quoi. Voilà. Bah, c'est peut-être au prof de trouver, enfin à l'enseignant de trouver justement cette contrainte. C'est-à-dire que finalement, ça peut être juste les objets. Par exemple, raconter une histoire juste avec des objets. Enfin, par exemple, l'illustration, ce serait que les objets. Je pars encore du petit chaperon rouge. Eux, ils vont travailler une histoire, mais l'illustration se fera sous le prisme, par exemple, des objets. Enfin, disons que ça permet de s'éloigner un peu du... Mais bon, par rapport à la composition, oui, c'était ça que je voulais vous montrer. Alors, attends, c'est quoi déjà? Je ne le retrouvais pas. C'est ça? Oui, c'est ça, je crois. Non. Ça doit être ça. Non. Je crois qu'on a perdu. Non, on a perdu la... C'est pas grave. Hop. Est-ce qu'il veut bien? Bon. Ouais, d'en faire un travail de composition avec des enfants, je trouve ça pas facile. Mais en tout cas, déjà, leur montrer que une même scène illustrée de manière différente ne raconte pas la même chose, ça déjà c'est une façon d'aborder la lecture d'image. Alors là, je voulais vous montrer justement un pré-croquis que j'avais fait avant de justement. Tu viens m'aider? Donc ça, c'était un des croquis que j'ai retrouvé hier en cherchant un peu. Et puis finalement, il y en a eu sans doute d'autres. Hein. Et puis finalement, j'ai fait cette image-là. Donc c'est vrai que ça change un peu. Il suffit de changer la place du loup, changer la position du cochon, etc. Et puis on n'a pas tout à fait la même relation entre les deux, quoi. Il se passe pas la même chose. Là, le loup est vraiment, il est sur lui, quoi. Il est déjà presque en train de le dévorer. Bon, il a l'air curieux, il sourit. Alors que là, il est plus distant. Puis le cochon de profil, cochon de face, enfin bon, bref. Donc il suffit de pas grand-chose, finalement, dans une composition d'image pour raconter autre chose, quoi. Mais bon, ça... Ouais, non, j'ai pas trop de conseils. Pas trop de solutions. Oui. Bonjour, moi j'ai une question sur les thèmes que vous abordez en littérature de jeunesse. Vous m'avez montré avec Chaperon rouge, du coup, le thème un peu tabou du consentement. Et je voulais vous savoir si vous avez déjà abordé la mort en littérature de jeunesse et comment vous l'avez fait, parce que c'est mon sujet de mémoire. Donc c'est vrai que ça m'intéressait de savoir comment vous l'aviez illustré, comment vous l'aviez écrit. Ça vous aborde. Et enfin, si vous l'aviez fait. Non, j'ai pas du tout. À part les premiers cochons qui se font dévorer, mais on parle pas tellement de. Enfin, cela dit, est-ce que ça, non, bah, enfin, c'est rien de. Sinon, non, j'ai pas du tout travaillé sur la mort. J'avais illustré le premier livre que j'ai illustré, mais bon, le texte parlait de la mort. C'était le grand. Ça peut peut-être être intéressant de le retrouver. Pour vous, ça s'appelle Le Grand Secret de Tim, de Jean Mola, l'auteur.
Et du coup, en fait, il avait trouvé la manière de parler de la mort en disant que le petit garçon avait un pouvoir, c'était de donner la mort aux choses. Enfin, il avait la sensation d'avoir ce pouvoir-là, puisque quand il faisait un mouvement, je crois, particulier vers les nuages, hop, il se mettait à pleuvoir. Un mouvement. En fait, son chien meurt alors il joue avec lui. Il lui dit, je crois qu'il lui dit meurs, tout simplement, et le chien meurt. Donc, il pense avoir un pouvoir. Et voilà. Bon, puis après, ça part. Donc, mais bon, moi, franchement, j'ai pas de, pour le coup, j'ai pas. C'est mon premier bouquin. J'ai pas tellement réfléchi là-dessus. Et là, effectivement. Et là, voilà, tout simplement, le loup a soufflé. La maison s'est envolée, grand cochon fut croqué tout entier. Mais ça, en effet, ça pose souvent question aussi aux enfants. Hein, la disparition. Là, il a vraiment disparu. Et puis, alors, ils sont assez étonnamment, ouais. Par exemple, comme à la fin, ce qui se passe dans l'histoire, c'est que finalement, le petit cochon va cuisiner le loup. Donc voilà, il remit bien vite le couvercle, alluma le feu, ajouta 2 navets, 3 patates et une tige de thym. Et quand le loup fut bien cuit, très cuit, petit cochon le mangea pour son souper. Et donc ce qui revient très souvent de la part des enfants, c'est mais alors le petit cochon a mangé ses frères. Oh. Ah, et là on est. C'est malin. Ouais. Et la réponse? Bah la réponse c'est oui. Enfin, peut-être été digéré depuis, mais. On ne sait pas combien de jours après il a été mangé. Voilà. On n'a pas les détails. Mais voilà. Non, pas de. Désolé. Mais pourquoi que les enfants comprennent. Ah oui. Sont très libres avec ça. Ouais. Bah ça leur pose question quand même. Hein, qui ouais. mange les frères. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question très pratico-pratique sur les plaques de polystyrène. Parce que moi, j'étais jeune classe et j'aime travailler. On travaille chaque année l'illustration sur le format du Kamishibai. Ça, c'est un truc. Et du coup, je me dis que pour cette année, ça pourrait être une idée. Et du coup, où le retrouver? Alors, polystyrène. Ah oui, bah, le polystyrène, celui-là, c'est du Dépron. Ça s'achète chez Laura Merlin, enfin dans tous ces trucs-là. Ouais, bricolage. Ouais. Non. Bah, ça coûte moins cher chez Brico machin. Et puis ils ont c'est plutôt des grands formats, donc. Mais bon, ça se redécoupe facilement. Vous pouvez. Ouais. Et les outils utilisés? Au crayon, on grave au crayon. Par contre, il faut acheter le rouleau que je vous ai montré tout à l'heure, là, au moins un, et des encres de gravure, donc des encres à l'eau pour les enfants. Il y en a. Moi, j'achète tout au Géant des Beaux-Arts pour pas faire de pub. Mais c'est parfait. Ils ont ce qu'il faut. Très pratique. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions ou c'est bon? En ligne, il y avait des questions ou non? Lydia, en ligne, il y avait des questions? Non. Non? Ok. Bon, on peut s'arrêter là alors. Ajouter quelque chose pour le mot de la fin? Mot de la fin, amusez-vous bien avec vos élèves.